Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Tunguska. Voilà un mot pas simple à prononcer. Et pourtant, Tunguska est le symbole même d'un événement d'une ampleur colossale et d'un mystère qui perdure depuis plus d'un siècle. L'événement de la Tunguska. C'est par cette dénomination que nous connaissons aujourd'hui cette histoire. Repenchons-nous rapidement sur les détails de cette intrigante affaire. Le 30 juin 1908, à 7h13 du matin, en Sibérie centrale, sous le règne du tsar Nicolas II, une explosion d'une force inimaginable a ébranlé toute la région. D'une puissance équivalente à près de 300 fois la bombe atomique d'Hiroshima, cette explosion va détruire toute la forêt dans un rayon de 20 km, couchant au sol plus de 60 millions d'arbres comme de vulgaires allumettes. Les dégâts liés à l'explosion seront visibles jusqu'à plus de 1000 km de l'épicentre. L'onde sonore sera perçue jusqu'à 1500 km, et l'onde sismique qui en découlera sera enregistrée à plus de 1000 km, avec une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Un nuage de poussière et de cendres va se répandre dans la haute atmosphère, recouvrant toute la région, et sera perçu jusqu'en Espagne. Comme vous l'aurez compris, l'événement de la Tunguska possède tous les superlatifs, et il est tout simplement d'une puissance et d'un effet destructeur inimaginables à cette époque. 37 ans avant la première explosion de la bombe atomique, qui deviendra une triste référence en matière de puissance destructrice et une unité de mesure, l'explosion de la Tunguska apparaît comme un événement inexplicable. La première expédition, visant à étudier les raisons de cette dévastation, n'arrivera sur les lieux qu'en 1927, 19 ans après les faits. À leur arrivée sur place, les scientifiques découvrent stupéfaits l'absence totale de cratères, de débris ou d'impacts. Seuls des millions d'arbres couchés au sol, balayés par une force monstrueuse et une onde de choc dévastatrice, témoignent encore et toujours de cette explosion cataclysmique. Ni cratère, ni impact, ni débris, mais une destruction totale de la forêt de façon circulaire et depuis un épicentre, qui, lui, abrite encore des arbres dressés vers le ciel, mais totalement calcinés. Ces observations vont nous apporter la première clé de compréhension sur cet événement. L'explosion de la Tunguska ne fut pas un impact ou un écrasement au sol, mais une explosion aérienne. Compte tenu de la puissance de l'onde de choc et des dégâts observés, cette explosion aurait eu lieu entre 5 et 10 km d'altitude, et la déflagration surpuissante aurait littéralement couché au sol tous les arbres de la forêt, situés juste au-dessous dans un rayon de 20 km. Quelque chose a donc explosé dans le ciel de la Sibérie en 1908, avec une puissance telle qu'elle fut perçue à plus de 1500 km de là. La question que tout le monde peut se poser à ce moment est bien évidemment, mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une explosion aussi dévastatrice ? Plusieurs hypothèses ont alors vu le jour. Parmi les plus connues, nous pouvons trouver la chute d'une comète ou d'une météorite de grande taille, l'explosion d'une poche de méthane issue des conduits volcaniques, une expérience de Nikola Tesla et de sa fameuse tour de la mort, ou le crash d'un ovni type Roswell russe. Examinons maintenant ces hypothèses afin d'en déterminer la probabilité et la véracité. Concernant l'expérience de Nikola Tesla,
Ce dernier était bel et bien contemporain de cet événement et possédait bien une structure d'expérience électrique en haute atmosphère, géographiquement pas trop éloignée de la Tunguska. Mais jamais il ne reconnut être à l'origine de cette explosion, et il a toujours démenti son implication dans cet événement. Pour l'explosion d'une poche de méthane échappée des conduits volcaniques, la quantité de gaz nécessaire à une telle déflagration ne peut pas avoir été libérée suffisamment rapidement pour concentrer l'agent explosif. Le gaz se serait dispersé dans l'atmosphère, le rendant moins inflammable et annulant toute possibilité d'explosion. Concernant le crash d'un ovni, l'absence de cratère, d'impact au sol et surtout de débris rend cette hypothèse peu envisageable. Bien sûr, on pourrait supposer que l'armée russe a immédiatement bloqué le secteur et récupéré jusqu'à la dernière miette de cette technologie extraterrestre. Mais rappelez-vous que nous sommes en 1908, et ce n'est pas vraiment la préoccupation du moment. La thèse officielle va donc se pencher sur la chute d'une comète ou d'une météorite de grande taille. Concernant l'absence de cratère et d'impact au sol, la solution fut apportée par l'explosion en haute atmosphère, avant le contact avec la Terre. Tout le monde se souviendra certainement du météore de l'Oural, toujours en Sibérie, qui traversa le ciel le matin du 15 février 2013. Ce bolide cosmique, observé et filmé, a subi le même type de désintégration. Il a littéralement explosé à 20 km d'altitude, provoquant une onde de choc terrible qui causa de nombreux dégâts matériels, mais heureusement aucune victime. On retrouvera de nombreux débris de ce corps rocheux après son explosion, allant de quelques centimètres et quelques grammes à plus d'une demi-tonne. Concernant l'événement de la Tunguska, la taille gigantesque de l'objet, sa vitesse fulgurante et l'angle extrêmement incliné de pénétration dans l'atmosphère auraient alors comprimé l'air entre le corps céleste et la surface de la Terre, jusqu'à ce que cette couche de gaz atmosphérique devienne trop dense pour être traversée et agisse comme un mur qui aurait alors désintégré la météorite ou la comète entre 5 et 10 km d'altitude. Et voici encore une bonne question d'ailleurs. Comète ou météorite ? La réponse sera apportée bien des années plus tard, en affirmant que, puisqu'il n'y avait pas de débris, le corps céleste qui a explosé devait alors être composé de glace qui se serait alors transformée en vapeur lors de l'explosion, ne laissant aucun résidu matériel au sol. L'hypothèse de la comète fut ainsi officiellement adoptée, répondant à toutes les problématiques qui émergent autour de l'événement de la Tunguska. Ou presque. Mais quand on fait exploser de la glace, cela provoque-t-il un nuage de cendres et de poussière ? Qui plus est suffisamment grand et dense pour traverser le continent jusqu'à l'Europe et atteindre l'Espagne ? On dirait bien que la comète ne répond pas vraiment à l'ensemble des critères. Si l'analyse des faits et des preuves matérielles ne peut pas nous apporter la solution à l'énigme de la Tunguska, penchons-nous maintenant sur les témoignages et observations de cet événement. La Sibérie à cette époque est un lieu désertique, recouvert d'une immense forêt s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, dont la ville la plus proche est située à plus de 1000 kilomètres. Alors, désertique certes, mais pas inhabité. En effet, les Tungus peuplent la Tunguska. Ça s'invente pas. Il s'agit d'un peuple de nomades éleveurs de rennes. Compte tenu de l'ampleur destructrice de l'explosion de la Tunguska, les témoins physiques et visuels de cet événement furent suffisamment choqués pour ne pas oublier ce dont ils avaient été témoins. De nombreux témoignages purent donc être recueillis dès 1927, tant de la part des habitants des villages et villes proches que des Tungus, directement sur les lieux. Et c'est là que cette histoire devient intéressante. Parmi ces témoignages, on trouve des descriptions détaillées de l'explosion en elle-même, de l'embrasement du ciel et de l'onde de choc et sonore qui détruisit les vitres et plaqua les personnes au sol. Mais de nombreux témoignages Tungus permettent de mieux comprendre ce qui s'est produit sur place, au moment même de l'explosion. En effet,
Si on en croit leurs observations, il n'y a pas eu une explosion, mais plusieurs, et au moins 5, à des distances différentes et temporellement étalonnées avant l'événement proprement dit. Mais surtout, les témoignages des Tungus affirment que si un objet gigantesque est effectivement arrivé du ciel le matin du 30 juin 1908, plusieurs boules de lumière ont été émises depuis la Terre vers l'objet. Ces sphères lumineuses correspondent aux différentes détonations entendues avant l'explosion de la Tunguska, et elles provenaient de différents lieux, répartis sur une zone géographique s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres. Les Tungus, présents sur les lieux, ont donc observé des boules de lumière projetées depuis le sol en direction de l'objet, qui se dirigeait vers la Terre, et ce, juste avant l'explosion dévastatrice de la Tunguska. Avec un minimum d'esprit complotiste et un manque total de connaissances scientifiques et de bon raisonnement, on pourrait presque en déduire que le corps céleste qui a pénétré l'atmosphère au-dessus de la Sibérie en 1908 a été détruit volontairement par une batterie de tir en provenance de la Terre. Il faudrait être complètement dingue pour croire à ce genre d'élucubration fantaisiste. Et pourtant, l'événement de la Tunguska est couramment associé à une découverte très étrange faite dans cette même partie du globe. Les légendaires chaudrons russes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de chaudron ? Eh bien, sachez qu'en 1854, une expédition scientifique russe dans la vallée de la mort sibérienne découvre l'existence de grandes structures métalliques isolées au milieu de la forêt désertique. Ces étranges dômes placés au cœur des marécages renferment des structures enterrées, ayant la capacité de sortir de terre et émettant de fortes radiations, empêchant toute personne d'y demeurer durant une longue période. Au total, jusqu'à 9 structures auraient été observées le long de la vallée de la mort sibérienne, sur plusieurs centaines de kilomètres et à des stades différents d'enfoncement dans le sol. Aucun outil moderne n'a réussi à les rayer ou à les endommager, et aucun échantillon n'a donc pu être prélevé. Le plus intéressant avec ces chaudrons russes, ces dômes métalliques, c'est que les chasseurs nomades de la région connaissent ces lieux et ces structures depuis des générations. Les légendes qui entourent ces chaudrons métalliques sont tout simplement incroyables. Il s'agirait d'une technologie antique visant à protéger la Terre des objets cosmiques la menaçant. Si on en croit les traditions des peuples de la région, lors de l'entrée dans l'atmosphère d'une météorite ou d'une comète de grande taille, les dômes s'ouvriraient, laissant sortir les structures enterrées qui émettraient alors une forte lumière, avant de littéralement projeter des sphères lumineuses en direction de l'objet céleste, afin de le pulvériser avant qu'il n'atteigne la Terre. En regroupant ces observations et légendes avec l'événement de la Tunguska, situé à quelques centaines de kilomètres seulement, on peut facilement imaginer que l'explosion du corps céleste qui a eu lieu le 30 juin 1908 fut causée par les tirs de ces structures enterrées. C'est pour cette raison que cet événement et ces structures sont généralement associés. On pourra d'ailleurs noter que si l'objet était une météorite, composée de roches et de fer, sa destruction par les tirs issus des mystérieuses structures métalliques expliquerait pourquoi aucun débris et aucun cratère ne fut retrouvé, et surtout, pourquoi un nuage de cendres et de poussière s'est répandu sur toute la région. La question que l'on peut alors se poser est: qui a construit ces chaudrons métalliques et quand ? Les légendes locales stipulent que ces structures enterrées sont présentes dans la région depuis toujours, et leur existence est connue depuis des générations. De mémoire d'homme, personne ne peut dire qui les a construits et quand. Mais un troisième élément peut être associé à l'événement de la Tunguska et à ces mystérieuses structures métalliques enterrées, apportant de nombreuses réponses et explications à ce mystère. Il s'agit du dossier Lacerta. Pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette affaire, il s'agit d'une interview réalisée en 1999 par un journaliste suédois et une prétendue reptilienne.
Comprenez par là que l'entité qui fut interrogée lors de cet échange appartiendrait à une race d'humanoïdes reptiliens, originaires de la Terre et habitant dans d'immenses cités souterraines dissimulées à plusieurs kilomètres de profondeur. D'après les dires de cette reptilienne, se faisant appeler Lacerta, leur espèce serait issue d'une race de dinosaures de type iguanodon qui aurait évolué depuis la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Ces humanoïdes reptiliens vivraient toujours sur Terre, ou plutôt sous terre, puisqu'ils habiteraient désormais dans d'immenses colonies souterraines, cachées du regard des hommes. Il s'agirait donc d'une civilisation avancée, originaire de notre planète, à la technologie très avancée. D'après les dires de Lacerta, lors de cette interview, une guerre antique se serait déroulée sur notre planète il y a environ 5000 ans, entre ces fameux reptiliens terrestres et une ethnie extraterrestre venue sur Terre pour modifier notre espèce. Lors de cet affrontement armé entre ces deux civilisations technologiquement très développées, les reptiliens seraient parvenus à détruire de nombreuses unités aériennes et spatiales adverses depuis le sol. Si on regroupe cette information avec le fait que de nombreuses positions de surface appartenant à cette espèce reptilienne terrestre se situent notamment proches du nord de l'Europe et des régions désertiques de Sibérie, on peut supposer que les structures métalliques de la vallée de la mort russe sont des installations construites par cette civilisation reptilienne. Dès lors, cela expliquerait pourquoi aucun écrit humain ne relate leur construction ou leur fonction. Et surtout, pourquoi cette technologie permet encore aujourd'hui de protéger notre planète des menaces provenant de l'espace. Comme vous l'avez constaté, nous pouvons donc mettre en relation non pas un, mais deux éléments avec l'événement de la Tunguska. Aucune preuve factuelle ne peut malheureusement venir étayer cette hypothèse, mais elle permet d'expliquer les nombreuses incohérences autour de cette explosion de 1908. Comme le nuage de cendres et de poussière qui s'est répandu jusqu'à l'Europe, ou l'absence de débris au sol. Mais elle permet également de mettre en relation les différents témoignages visuels de l'époque, comme les multiples déflagrations survenues juste avant l'explosion, ou encore les sphères lumineuses aperçues comme partant du sol pour se diriger vers le ciel. Si cette hypothèse est juste, l'événement de la Tunguska aurait alors été la destruction d'une météorite par une technologie antique construite il y a plus de 5000 ans par une civilisation d'humanoïdes reptiliens habitant aujourd'hui à plusieurs kilomètres sous la surface. Compte tenu de la puissance dévastatrice de cette explosion aérienne, on peut en déduire que si l'impact avait eu lieu entre ce géocroiseur et notre planète, nous aurions peut-être connu le même sort que les dinosaures il y a 65 millions d'années. Quoi qu'il en soit, que ce corps céleste ait été détruit par une technologie antique issue d'une autre civilisation, ou bien qu'il ait explosé naturellement dans la haute atmosphère, cet événement devrait nous rappeler la fragilité de notre existence sur cette planète. Si nous ne voulons pas que des archéologues retrouvent nos restes fossilisés dans plusieurs millions d'années, nous devrions peut-être arrêter de nous affronter pour des futilités et nous unir pour pouvoir faire face un jour à une vraie menace du ciel.